Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes toutes là et tous là, c'est pour le film et c'est grâce à Bertrand Bonello. Et quand même beaucoup grâce à Jonathan Glazer. Mais voilà, c'est Bertrand Bonello qui a choisi ce film. Il se trouve qu'on a une belle copie dans les collections de la Cinémathèque. Et il a choisi ce film dans le cadre de sa carte blanche. C'est la dernière séance des 4 films qu'il a, ou des 4 séances qu'il a programmées jusque-là. On a vu grâce à lui ou revu Terreur aveugle, Un flic de Melville, et puis une séance de court-métrage la semaine dernière, et puis ce soir, bien sûr, Birth de Jonathan Glazer. En même temps que cette carte blanche se déroule, se continue, se termine samedi, la rétrospective des films de Bertrand Bonello. Vous l'avez sans doute pour certains et certaines suivi. Bertrand a été présent à toutes les séances, il sera encore là demain vendredi et samedi. Je profite du fait qu'on arrive doucement vers la fin de ce cycle pour le remercier très chaleureusement de sa disponibilité, de sa générosité. De sa perspicacité de programmateur et aussi de sa parole sur les films. Voilà, ce soir donc Birth, un film de 2004, un film de Jonathan Glazer, un réalisateur anglais qui vient de la pub et des clips. C'est un cinéaste qui a fait 4 films en 25 ans, le dernier est en salle encore et c'est bien évidemment la zone d'intérêt. En 2013, il a fait Under the Skin avec Scarlett Johansson, un film au tout début des années 2000 qui s'appelle Sexy Beast, et puis celui-ci, donc, en 2004, avec Nicole Kidman. Merci. Voilà, j'avais oublié l'essentiel. Juste avant de donner la parole à Bertrand pour qu'il vous dise quelques mots et qu'on voit le film, 2 toutes petites choses. La première, la photographie de ce film est de Harry Savides. Harry Savides, c'est un chef opérateur qui est décédé dans les années 2010, mais qui était peut-être, je pense, un génie de l'image, vous allez le voir, et qui a travaillé avec Gus Van Sant, avec David Fincher, avec James Gray, avec Sofia Coppola. Sofia Coppola, encore, quand elle était ici il y a quelque temps, parlait d'Harry Savides comme une rencontre décisive de son existence de cinéaste. Et puis donc la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous connaissez peut-être pas tous et pas toutes le principe de ces séances, qui sont des formes de ciné-club. On regarde le film ensemble, on découvre, on redécouvre le film ensemble, et puis à la fin du film, on revient avec Bertrand Bonello en bord de scène, on discute du film, on vous donne la parole, vous intervenez, questions, interventions, analyses, suggestions. Vous êtes évidemment les bienvenus dans cet échange, donc si vous le souhaitez, restez après la projection pour le débat. Qui voit Birth pour la première fois ? Je pense qu'on a bien fait de le projeter. Bon, peut-être on le remontrera. Voilà. Bertrand, un mot ? Oui, je ne vais pas être long pour garder du temps pour la conversation ensuite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui que ce qu'il y en avait à la sortie. Ce film a été un échec critique, un échec public, malgré le fait que Kidman était vraiment au sommet. Il a été soit pas vu, soit mal vu, soit rejeté. Les États-Unis l'ont trouvé amoral. Et c'est un film qui a été redécouvert petit à petit. Et puis, en effet, Glazer, bon, il est rare, mais chaque film qu'il fait l'installe formellement, très fortement dans les grands metteurs en scène contemporains. Et quelque part, à chaque fois qu'il fait un film, on redécouvre un peu ce qu'il a fait par le passé. Et donc, Birth, c'était un petit peu redécouvert, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens. Surtout qu'ils ne l'avaient pas vu. Donc voilà, juste un truc, pour moi il y a quelques films comme ça qui sont absolument touchés par la grâce. C'est-à-dire que un film touché par la grâce, c'est quand tous les gens qui y participent, à un moment, sont au meilleur. Le scénario est de Jean-Claude Carrière, et je pense que c'est, moi j'en ai beaucoup parlé avec lui, un des scénarios dont il est le plus fier, et un de ses plus beaux scénarios, toujours aussi ludique, inventif, profond, et là le script est magnifique. Glazer a une mise en scène d'une précision folle. Bernard a parlé de Harry Savides, qui est un immense chef opérateur. Alexandre Desplat, qui n'a pas fait que des grandes musiques, là livre une partition sublime. Voilà, c'est comme si tout le monde était, et Kidman est juste
spectaculaire. C'est que tout le monde est au rendez-vous. Alors ça, c'est les hasards comme ça, ou la force d'un metteur en scène d'aller à un moment donner l'espace tout en dirigeant à des collaborateurs. Mais voilà, tout le monde est au meilleur et ça donne ce que j'appelle un film vraiment touché par la grâce, que moi j'ai découvert à sa sortie, que j'ai vraiment, qui m'a absolument bouleversé et beaucoup interrogé sur beaucoup de sujets dont on discutera tout à l'heure. Donc voilà, je suis vraiment extrêmement heureux que la Cinémathèque m'ait permis de le montrer, que la salle soit aussi pleine, et je vous souhaite une excellente projection. À tout à l'heure. Bien. Voilà. Bon. On va essayer de se remettre ensemble. Je sais, j'avais avant le début du film une idée de question pour maintenant, mais en fait, je vous avoue que le film me bouleverse tellement que ça m'est difficile de rassembler mes esprits, mais on va le faire ensemble. Et ce qui est fou, c'est que je ne sais pas exactement, à chaque fois que je vois ce film, je ne sais pas exactement ce qui me bouleverse. J'ai du mal à cerner ce qui provoque une telle émotion. Sans doute peut-être parce que le film touche à des choses humaines et qui nous appartiennent à tous et qui sont sans doute liées à la question du deuil. Donc Bertrand, je ne sais pas par quoi tu aurais envie de commencer. Non, alors je vais commencer par ce que tu dis. Qu'est-ce qui touche le plus? Moi, je crois que ce qui me touche le plus dans le film, c'est à quel point les deux personnages principaux sont sincères. Et à quel point ils disent la vérité, à quel point ils croient. Parce que c'est avant tout un film sur la croyance, qui vient évidemment d'un refus de deuil, enfin d'un deuil impossible à faire, le refus de la mort de la personne aimée. Et à partir de ce moment-là, ils croient tous les deux à quelque chose. C'est initié par lui, mais ce qui est bouleversant, c'est que quand il se dit en fait c'est elle que j'aime, donc je n'ai pas pu avoir de maîtresse, donc en fait ce n'est pas moi. Il y croyait tellement qu'il a été obligé de se dire, mais en fait, voilà. Mais il a été sincère. Il ne mentait pas. Il était sincère. Et elle aussi, elle était sincère parce qu'elle voulait y croire. Ils sont sincères pour deux raisons différentes. Mais moi, je trouve que c'est leur sincérité qui est la chose la plus touchante du film. De manière, le film s'ouvre, à part la séquence où le vrai Sean meurt dans Central Park, s'ouvre avec un plan où, 10 ans plus tard, elle est devant la tombe. Et lui, le futur mari, attend dans la voiture. Donc, on sait qu'elle est toujours amoureuse, enfin, qu'elle ne s'est pas remis, etc. Et que cet homme-là, aussi doux soit-il avec elle, elle l'aimera beaucoup, etc. Mais elle n'est pas amoureuse, que le deuil n'est pas fait. Quoi. Enfin, qu'elle y pense toujours. On sent qu'elle peut espérer l'aimer autrement. Mais ça sera pas ce qu'elle a éprouvé jusque-là. Mais c'est vraiment la sincérité des personnages que je trouve absolument bouleversante. Face à un truc qui est évidemment complètement incroyable. Et ça, on parlait du scénario de Jean-Claude Carrien, il y a vraiment du génie là-dedans. Parce qu'il utilise une espèce de twist pour nous ramener au réel. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de nous ramener au réel, c'est de voir où les deux personnages où est-ce qu'ils ont envie d'être. Et ils ont envie d'être tout sauf dans le réel. Lui, il n'a pas envie d'être ce petit garçon. Elle n'a pas envie d'être cette femme dans ce milieu-là. Et voilà, ils essaient d'échapper à un des carcans, en fait. Le carcan du petit garçon qui ne veut pas être dans cette famille, le carcan de cette femme qui n'a pas hyper envie de se marier, qui n'est pas à l'aise peut-être avec ses conventions. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce scénario à cet endroit-là est vraiment génial.
Ce qui est vrai, c'est que, par rapport à ce que tu disais, que Nicole Kidman, quand elle a donné des interviews à la sortie du film, et qu'il y a eu un début, comme souvent, de polémiques déplacées, il y a eu beaucoup de critiques ou d'interrogations sur la scène, par exemple, dans la baignoire, dans la salle de bain, quand ils sont l'enfant et la femme ensemble dans la baignoire. Et Nicole Kidman, dans un entretien, s'énerve et elle dit « Mais ça n'a rien à voir avec de l'attirance, ce n'est pas un film sur l'attirance, c'est un film sur la croyance. » Et sans doute qu'elle avait évidemment la première compris de quoi il s'agissait, puisqu'effectivement il s'agit pour l'un comme pour l'autre de croire à une fiction, de croire à la fiction qui les aide à vivre. Et de toute évidence, ce qu'elle refuse, elle, ou ce qu'elle ne fait pas, ou ce qu'elle fait avec cette fiction, c'est un travail de deuil. Elle traverse ce qu'il y a à traverser en cas de deuil. Et ce qui est vrai aussi, c'est à quel point les deux acteurs, alors elle, bien sûr, mais aussi le garçon, qui a 10 ans, qui s'appelle Cameron Bright. Alors, après, quand on lit sur le film, mais c'est toujours les mêmes chiffres qui reviennent, c'est-à-dire qu'ils ont vu 1000 enfants pour trouver le bon, alors c'est toujours 1000, mais je sais pas, mais toujours est-il que, de toute évidence, il y a eu un casting très très long, et que ce qui les a retenus, c'est à quel point cet enfant de 10 ans avait dans sa physionomie quelque chose de plus que son âge. Mais d'ailleurs, il évolue très vite hein, dans sa manière de se tenir. Quand il se présente, il se tient vraiment comme un petit garçon. Et puis il y a des moments, quand il a avoué, bon voilà, je suis ton mari, etc., il a les mains dans la poche un peu comme un homme, enfin il se transforme physiquement. Ouais. Oui, il a des attitudes, même le fait que son sourcil soit barré, enfin, il y a quelque chose comme d'un bagarreur, puis la manière dont il affronte chacun du regard, avec la certitude de la fiction qui l'aide à avancer. Et c'est vrai que c'est très fort, parce que le film repose quand même énormément, bien sûr, sur eux, mais sur la force des deux regards. La manière dont elle le scrute, le mange du regard, et la manière dont lui fixe chacun et les défie littéralement. Il y a un nombre de gros plans comme ça, silencieux et longs. Bon, je parle même pas de celui à l'opéra, hein, qui est absolument incroyable, parce que c'est le moment où elle bascule, en fait. C'est vraiment le moment où elle bascule, et elle se dit, ok, j'y crois. C'est ce que j'attendais. Mais même au-delà de ce plan-là, qui est spectaculaire, et qui est vraiment le plus beau plan de Nicole Kidman de toute sa filmographie, je pense, il y a un nombre de gros plans silencieux, comme ça, et très affirmés, comme ça. Évidemment de la part du petit garçon, de la part de Kidman, mais de Danny Huston aussi. Enfin, il y a vraiment... Il prend le temps comme ça, et c'est fou comme... Il n'y a jamais une seconde de complaisance, comme chacun de ces gros plans raconte quelque chose. Puisque tu l'évoques, la scène de l'opéra, elle est évidemment cruciale, puisque c'est le moment, ça va être le moment de son basculement. D'ailleurs, c'est absolument superbement fait d'un point de vue montage, puisqu'elle entre dans l'ascenseur, elle est avant dans le couloir, on a vu l'enfant tomber au ralenti, ou en tout cas s'affaisser et tomber sur les genoux, elle entre dans l'ascenseur, et elle sort dans la salle de spectacle. C'est-à-dire c'est comme si l'ascenseur était biface ou l'amenait d'un espace à l'autre, et en fait c'est le même espace. Il y a eu dans les cahiers du cinéma, où je t'en parlais avant la séance, au moment de la sortie vidéo du film en 2005, Stéphane Delorme, dans les cahiers du cinéma, a analysé cette séquence de l'opéra, et entre autres choses, il dit beaucoup de choses justes, et entre autres, il dit mais c'est comme si à ce moment-là, le film faisait une pause, et que le personnage où Nicole Kidman réunit regardait Burst, puisqu'on ne voit jamais le spectacle que tous les spectateurs sont en train de regarder. Donc que peuvent-ils regarder si ce n'est un film, c'est-à-dire c'est en fait notre représentation de nous en train de regarder Burst, et elle en train de regarder là où elle en est, et dans un effet d'inversion, évidemment, nous on suit Burst sur son visage. Mais ceci dit, il faut avoir une sacrée foi dans la mise en scène et une sacrée foi dans son actrice pour se dire qu'un plan comme ça va raconter ça, quoi. Oui. Il faut, quand on écrit son découpage, il faut avoir confiance. C'est ça, parce que ce qui se joue sur le visage de Nicole Kidman à ce moment-là, et je sais que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse énormément, qui te bouleverse, que tu as filmé toi-même, enfin, c'est quelque chose, on pourrait presque dire que c'est un horizon de cinéaste, le filmer l'émotion en temps réel. Puisque là, c'est une scène de 2 minutes et demie, on l'a
on la suit dans la foule des spectateurs, elle s'assoit, et à aucun moment la caméra ne la lâche, se rapproche d'elle et reste avec elle. Oui, on parle du groupe pour l'isoler. Il y a Houston qui lui dit quelques mots, puis après elle est tranquille, elle est complètement partie, et il revient lui dire quelques mots, comme si vraiment il vient, et ça vient casser son truc, mais c'est vraiment, en termes de tempo, c'est brillantissime, quoi. Et je me suis dit, c'est aussi pour ça qu'elle a les cheveux courts dans le film. Parce qu'elle a les cheveux courts, bien sûr, comme on pourrait dire un signe de deuil, tu vois, ou d'une sexualité plus compliquée, parce que c'est pas les cheveux au vent, c'est pas la... Et en même temps, il y a une tête de petit garçon, comme ça. Mais surtout, je me suis dit, là, en fait, il lui a coupé les cheveux pour qu'on voit mieux son visage, et parce que ça libère complètement la surface du visage, pour que les émotions soient à fleur de peau, libérées, et visibles, évidentes et transmissibles. En tout cas, le côté petit garçon, moi j'ai pensé très fort, notamment dans la scène de la baignoire, où en plus elle a les cheveux mouillés, elle a l'air vraiment tout d'un coup beaucoup plus jeune. Et quand il y a ce chant contre chant entre Sean et elle, on a quasiment l'impression qu'ils ont le même âge, quoi. Il y a un truc hyper troublant. D'autant que... Et donc, du coup, que ça deviendrait possible. C'est ça. D'autant que moi, je trouve qu'il y a une chose absolument troublante, alors c'est du signifiant lacanien sans doute, mais voilà l'histoire d'un homme-enfant avec une femme qui s'appelle Kidman. Bon, ça va rester entre nous, mais c'est... Ça va, on n'est pas nombreux. Ça va, mais quand même, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est pas rien, ça s'appelait Nicole Kidman. Bon, à partir de là, on peut tout jouer. Bon, pardon. Mais ça devait être dit, comme ça sera plus à dire. On sait aussi, enfin on peut dire quand même à propos du scénario, que c'est un scénario original, que c'est une idée qui est venue à Jonathan Glazer. Il dit un jour, dans ma cuisine, j'ai pensé à... Mais alors il n'avait que ça, c'est-à-dire un enfant de 10 ans revient et dit à une femme, je suis ton mari. Et qu'après, il a rencontré Jean-Claude Carrière à la demande à l'idée de son producteur, qui s'est dit qu'à partir de cette idée, d'un synopsis, que peut-être Carrière pouvait aider Jonathan Glazer à développer. Et tu disais dans l'introduction que tu avais, toi, discuté avec Jean-Claude Carrière. Oui, j'ai eu la chance de le croiser quelques fois. J'ai eu la chance parce que c'était un type d'une curiosité folle et d'une générosité folle avec sa curiosité. Et il me disait, par exemple, en effet, le film avait été un bide, mais quelques années plus tard, à chaque fois qu'on venait lui parler, c'était même plus de Buñuel, c'était de ce film-là. Et pas que en France, hein, c'était devenu un film culte, et c'était le film dont on me parlait tout le temps. Alors lui, il a fait ça, il s'était beaucoup amusé à le faire. Je pense pas que le script prenait une place très importante dans sa vie quand il l'a fait. Et puis en fait, c'est comme si il m'expliquait qu'au fur et à mesure du temps, il se rendait compte de l'importance de cette histoire, mais pas sur le coup. Ce qui est vrai, c'est que donc Jean-Claude Carrière, c'est quand même un cinéaste, alors évidemment Louis Buñuel, Oshima ou Miloš Forman, mais ce qui est vrai que l'intuition ou la préscience du producteur, et puis après ce que Jonathan Glazer a dû trouver auprès de Jean-Claude Carrière, c'est qu'il a souvent écrit des scénarios où il est question d'un intrus ou d'une intruse. Hein. Quand le journal d'une femme de chambre de Buñuel, c'est littéralement une bonne qui va renverser en quelque sorte un ordre social, ou Max mon amour de Oshima, où là c'est un singe qui en quelque sorte n'a rien à faire là, quoi. Mais si le film n'était pas mis en scène de cette manière-là, voilà. Il pourrait y avoir quelque chose de buñuelien presque. C'est juste qu'il est mis en scène à l'opposé. Mais juste encore une chose qui me revient à propos de Jean-Claude Carrière, parce que c'est Jonathan Glazer qui l'a raconté. Il dit que lorsqu'ils se sont vus, Jean-Claude Carrière lui a dit, mais demandé quelle était son histoire. Et alors je ne sais pas, Jonathan Glazer dit Carrière s'est levé, est allé chercher dans un livre d'histoire d'amour pour savoir si c'est... Alors je ne sais pas quel peut être ce livre, pour savoir si cette histoire avait déjà été racontée. Et puis Jean-Claude Carrière est revenu, il lui a dit non. Il a dit à ça, il y a deux raisons. Soit personne n'y a jamais pensé, soit il ne faut pas la raconter. Bon. Alors après, ils ont quand même travaillé, et Carrière a demandé à Jonathan Glazer quel est le titre du film,
Et Jonathan Glazer a dit, le film devrait, ça s'appellera à ce moment-là, s'appeler Before Birth. Et donc Carrière aurait écrit Before Birth, et puis il aurait réfléchi un instant, et puis il aurait rayé Before. Ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Je ne sais pas si ça nous donne une clé pour le film, mais voilà comment ils auraient travaillé. Après, il y a eu un troisième scénariste qui est cité au générique. Il y aurait eu énormément de navettes, on parle de 21 versions. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que, de toute évidence, jusqu'à quelques semaines du tournage, d'après ce que dit Jonathan Glazer, on était plus sur l'enfant que sur la femme. C'est-à-dire que le personnage principal, ils n'ont retourné en quelque sorte le film que quelques semaines avant de commencer le film, c'est-à-dire que le personnage principal était l'enfant, alors qu'ici, évidemment, on est plutôt de son côté. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait autant de versions, parce que pour arriver à cette simplicité, parce qu'il y a une forme de simplicité dingue, hein, il faut vraiment beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup de travail pour trouver soi-même ce qu'on cherche, ce qu'on veut raconter, ou explorer différentes pistes narratives. Oui, et puis c'est dans la préface de Bérénice, Racine écrit et quand je pense qu'il pense que cette simplicité est la marque d'un manque de travail. C'est la simplicité, c'est la chose la plus... Non pas le simplisme, hein, mais la simplicité. Parce que le film est très complexe, mais en même temps, il a une limpidité folle, vraiment dingue. La mise en scène est effectivement limpide, et j'ai le sentiment, alors on va pas revenir sur les précédents, mais quand tu as montré Un flic de Melville, ou Terreur sur la ligne, ou celui-ci, en fait, ce qui sinon les rassemble, du moins le point commun, c'est que c'est effectivement des sortes de mise en scène, souvent un peu en apesanteur, un peu contemplative, il y a de la souplesse, et en même temps, il y a l'air d'avoir quelque chose d'un peu ouaté. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup de silence. Ouais, beaucoup de silence, ouais. Mais on parlait tout à l'heure tous les deux, avant d'entrer dans la salle, de Vertigo. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça, dans le sens où il y a... Le film d'Hitchcock. Le film d'Hitchcock. Comme dans Vertigo, finalement, il y a un double deuil. Scotty fait 2 fois le deuil de Madeleine. Et c'est la deuxième fois que c'est la notion du double événement presque. Et là, elle fait 2 fois le deuil de Sean. Une première fois avec le vrai et une deuxième fois avec l'enfant. Et ce double deuil, il est vraiment extrêmement touchant. Et d'ailleurs, si on enlève le prologue, le premier plan et le dernier plan du film sont réellement des plans de deuil. C'est-à-dire elle devant la tombe, et puis elle qui pleure à nouveau, même le jour de son mariage, parce qu'elle a encore perdu Sean. Elle l'a perdu une deuxième fois. Et je pense qu'il y a effectivement quelque chose de Vertigo pour ce que tu dis, mais le film d'Alfred Hitchcock, c'est aussi l'histoire, entre autres, on pourrait la raconter comme ça, l'histoire d'un homme qui est fasciné par une femme, et en fait il est fasciné par la fiction qui entoure cette femme, qui elle-même pense ou joue une réincarnation. Ou en tout, il est fasciné par une femme quand elle n'est pas elle, quand elle est quelqu'un d'autre. Voilà, par une apparition qui est présentée comme une réapparition. Et donc, on suit de manière, comme ici, de manière totalement envoûtée, on suit cette fiction-là, cette croyance-là, et puis le film, à un moment, ici ce sont des lettres, dans Vertigo c'est autre chose, mais à un moment, le film nous ramène en quelque sorte sur Terre. Il y a quelque chose comme un twist anti-romantique. Oui, l'intrigue est expliquée, on peut dire. Voilà. Après, il y a une perversion de Vertigo qu'il n'y a pas du tout ici. Il y a une honnêteté qui est vraiment très, très désarmante, en fait. Est-ce que... Voilà, on va continuer avec vos questions, vos interrogations, vos interprétations, ou s'il y a quelque chose sur quoi vous voudriez revenir. Oui, là devant, juste au premier rang. Merci. Donc, bonjour, c'est pour savoir si par hasard vous avez déjà vu le scénario, et du coup si vous l'avez vu, peut-être que vous pouvez développer un peu plus sur certains points, ou sur certaines scènes, si c'est possible. Non, moi je ne l'ai jamais lu,
enfin j'ai vu le film plusieurs fois, mais j'ai jamais eu accès aux documents. Je ne sais pas si le film finit est fidèle il doit être fidèle, mais s'il y a des scènes coupées, s'il y a ça, j'ai aucune idée. Comme je vous disais, hein, il y a eu plusieurs versions. Moi, je n'ai pas vu non plus des tas du scénario. La chose que je peux ajouter, c'est que de toute évidence, ça a été un processus, comme je disais, très long et jusqu'au moment du tournage. Mais d'après des témoignages, ils auraient continué, Milo Adica et donc l'autre scénariste, et Jonathan Glazer, à écrire certaines, ce qui paraît presque, en voyant le film, un peu incroyable, mais ils auraient continué à écrire des scènes pendant le tournage. Scène donnée ou dialogue donné le lendemain, ou la veille pour le lendemain, et pour que telle scène réécrite ou écrite, soit tournée. Donc, visiblement, j'allais dire, un travail tout le temps en recomposition. Mais ce qui est d'autant plus frappant, c'est que le film, lui, a une forme un peu comme le visage de Nicole Kidman, et on a du mal à imaginer tous ces accidents, ces repentirs, ces essais, y compris pendant le tournage. Il a une précision diabolique, enfin une précision mathématique. Chaque scène, on sent il n'y a rien d'inutile, il n'y a rien en trop. Donc en effet, c'est un petit peu difficile d'imaginer qu'il y a des choses qui arrivent au dernier moment, tellement il y a une pensée précise, quoi. Mais bon. Une autre remarque ou question? Oui, là au quatrième rang. Là, quatrième. Bonjour. Oui. C'est la première phrase qui est dite avant le début du film est magnifique. Quand il dit, cet homme, que si un oiseau sur le bord de la fenêtre venait lui dire qu'il est Anna, je crois que c'était Anna déjà, hein, Oui, le nom. Oui. Eh bien, il le croit. Si c'était elle, je vivrais alors avec un oiseau. Ouais, non, mais c'était magnifique, ça. Oui. Et donc, ça nous explique le film. Mais quand même, il y a la piste de l'enfant qui naît au moment où l'autre meurt. Hein. Et on a presque l'impression qu'on est parti sur du paranormal. Bah, c'est le principe de la réincarnation, hein, puisqu'en gros, il dit je me suis réincarné. Donc, au moment où il y en a un qui meurt, il y en a un qui naît. C'est l'espèce Oui, mais ça veut dire qu'il y a les deux scénarios possibles, quoi. C'est soit l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à faire son deuil, soit il y a une paranormalité et une réincarnation. Enfin, il y a les deux. Je veux dire, moi personnellement, je ne sais pas quel est le choix du réalisateur. J'ai l'impression que le choix du réalisateur, il est pas du côté de la réincarnation, il est du côté de la croyance, malgré le fait que ils ont vraiment envie de croire. Mais la manière qu'il a de retomber dans une forme de réalisme, enfin, en tout cas, fait que oui, c'est la piste de la croyance des personnages qui l'intéresse plus que celle de la réincarnation. C'est-à-dire, on pourrait, si on le veut, croire à la réincarnation jusqu'en quelque sorte à la révélation qui est dans le film, la maîtresse, les lettres et tout ça. Mais Jonathan Glazer lui-même a dit qu'il n'était pas bouddhiste, et donc il ne croyait pas à la réincarnation. Mais ce en quoi il croit évidemment, et plus fortement, c'est sans doute j'allais presque dire, ce qu'on dit à la fiction, mais presque la possibilité, comme on croit au conte de fées. Parce qu'il y a quelque chose dans le film, une sorte de conte de fées. Hein, littéralement, la réapparition du prince charmant. Mais c'est plutôt, à mon avis, effectivement, du côté de la croyance, de la fiction et du besoin vital de croire pour vivre, et pour aller vers ailleurs, pour aller vers la suite de sa propre vie, que le film se situe plus que du côté de la réincarnation. La réincarnation est là pour en quelque sorte embrayer presque la fiction. Oui, c'était pour revenir sur la dimension justement du conte, parce que justement plus que la fiction, ça ressemble vraiment à un conte. Et vous disiez pour Jean-Claude Carrière qu'il avait cherché une histoire, et en fait je me demandais s'il avait peut-être pas ouvert justement dans un livre pour enfants ou un conte pour enfants. C'est possible. Ça ressemble vraiment à ça. Et je trouve que ça se ressent alors dans la qualité qu'on retrouvera en plus dans les films suivants de Glazer, dans sa qualité de mélomane. C'est-à-dire que le choix finalement aussi de la musique d'Alexandre Desplat
justement, qui est aussi très incarné dans ce premier plan, avec des chiens qui passent, il y a quand même énormément de détails, au-delà de ce coureur qui, comme s'il traversait finalement la partition blanche. Et il y a déjà les détails ou des motifs et des leitmotifs wagnériens qui vont revenir ensuite dans le film. Et notamment, ça me permet aussi de rebondir sur la scène de l'opéra. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que peut-être qu'elle regarde le film Birth, mais en tout cas, ce qu'elle entend à ce moment-là, c'est l'ouverture de la Valkyrie de Wagner, et qui est aussi une espèce de conte, comme ça, sur un inceste aussi, et avec aussi plusieurs créatures mythologiques. C'est comme si le film était traversé dans un milieu de façon un peu sonore par plein de leitmotifs du conte. Et ce qui est vrai aussi dans cette scène-là, sur la musique de Wagner, c'est que quand on entend cette musique si puissante et qu'on est sur le visage de Nicole Kidman, c'est comme si la musique était la représentation sonore de tout ce qui se passe en elle à ce moment-là. C'est comme si on ne pouvait pas représenter, évidemment, le tohu-bohu qui est le sien, celui de ses sentiments. Et là, la musique prend en charge, en quelque sorte, tout ce qui la bouleverse, tout ce qui la traverse, tout ce qui affleure sur le visage. Mais c'est de toute manière un cinéaste qui utilise extrêmement bien la musique. Il l'utilise pour le coup pas comme un truc à tartiner, etc. Et on le voit dans son... ses collaborations ensuite avec Michael Levy, c'est quand même toujours d'une précision et c'est d'une invention. Son utilisation de la musique est très très inventive. Attendez. Maintenant, on ne s'entendra pas si on reprend le micro. Allez-y. Je repars. Bonjour. Moi, j'étais juste pas tout à fait d'accord quand vous êtes que... Je ne vois pas. Ici. Ah oui. Bonjour. Quand vous expliquez qu'il n'y avait pas de cruauté ou... Enfin, quand vous parliez à Vertigo, moi je trouve qu'au contraire, c'est un film très cruel. Et perversion. Ah oui, d'accord. Mais toujours est-il que, justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce côté programmatique des mots qu'on entend au début. On nous annonce, on a l'impression effectivement que ça commence comme un conte, et le film et le réalisateur s'amusent précisément à venir. Moi j'ai pensé au film de Haneke, Caché, finalement une sorte de dispositif dans lequel à partir d'un événement anodin qui flirte presque avec le surnaturel, on va analyser finalement un milieu bourgeois qui va se détruire petit à petit. Et le film est d'autant plus cruel qu'on apprend au milieu qu'elle n'était même pas aimée de l'homme qu'elle aime et pour qui elle pleure. Et... Enfin voilà, moi je trouvais que... Et elle ne le saura jamais. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Il l'épargne d'une certaine manière. Oui, l'enfant l'aime, on pourrait dire l'aime tellement qu'il l'épargne, il lui épargne ce savoir-là, et on comprend que la maîtresse ne donnera jamais les lettres non plus, quoi. Oui, c'est vrai que ça c'est très beau, mais effectivement il y a quelque chose un peu sur le milieu aussi. C'est pas le sujet principal, mais on sent bien que ce milieu est pas anodin dans son... Il y a presque un regard d'anthropologue sur cette haute bourgeoisie new-yorkaise qui a ses rites, qui a ses règles, et qui se retrouve absolument chamboulée par l'enfant. La scène où le prétendant, le futur mari pète les plombs, elle est effectivement sidérante, et moi, comme j'avais oublié la suite du film, on pense qu'à ce moment-là, il l'a définitivement perdu. Et où elle trouve là la manifestation de ce que l'enfant lui avait dit. Ne l'épouse pas, quoi. Comme si, de toute évidence, il y avait malédiction à l'épouser, ou qu'il y avait une... Oui, c'est pour ça que je dis que les deux personnages principaux veulent sortir de quelque chose. Oui. C'est aussi son milieu, c'est aussi ça, croire pour sortir de quelque chose. Et lui, le gamin, quand il dit à sa mère, en fait, voilà, je ne suis plus ton fils. Qui est une phrase extrêmement violente, hein. Mais il veut sortir de ce petit appartement, de l'enfance, de cette famille. Les deux veulent sortir de leur famille, quelque part. Oui. Il y a ici. Oui, allez-y. Vous parliez de Vertigo et du lien. Il y a aussi l'idée du portrait. Dans Vertigo, il est au musée, il voit une peinture de la femme qu'il aime parce qu'il est encore amoureux de l'image. Et ici, à la fin du film, il y a des séquences où ils sont pris en photographie, en portrait aussi, mais qui apparaît donc après la révélation. Est-ce que, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à m'expliquer, pourquoi est-ce que, justement, la question de l'image, elle arrive après le moment où on sait que ils aimaient quelqu'un qui n'existait pas, quoi. J'ai pas tout à fait compris la question. Quelle image ?
que dans Birth, Ouais. à la fin, la séquence où ils sont pris en photo respectivement, Nicole Kidman et l'enfant, Ah oui. arrive donc à la fin et pas au milieu, comme dans Vertigo. Ah, parce que je pense qu'elles n'ont pas tout à fait la même valeur. Là, je pense que c'est, en effet, ça se termine par 2 séances photo, et on voit les 2 personnages principaux là où ils en sont. Elle, qui visiblement va s'enfoncer dans un mariage qui ne la ravit pas, et lui, qui lui écrit cette très très belle lettre, et qui est sur le chemin de la guérison, on va dire. Oui, c'est pas le même statut, je pense. Le moment du portrait dans Vertigo, c'est presque la constitution de la fascination. Là, ils sont plutôt à un moment où ils sont séparés. C'est plus conclusif ici. Oui. Oui. Allez-y. Oui, je voulais juste reparler du conte, parce que, en tout cas, si c'est un conte, je trouve que c'est un conte qui donne une drôle d'image des hommes, qui sont morts, absents, fallot, et qui a aussi, je trouve, quelque chose de Nicole Kidman qui a du mal à trouver une identité féminine au milieu de femmes qui sont toutes assez haïssables, en fait. Et je trouve l'image de Lorraine Bacall, d'ailleurs, assez étrange. Et je ne sais pas si je suis le seul ou si j'ai pas très bien compris, mais à la fin, on a l'impression d'ailleurs que Lorraine Bacall embrasse l'autre femme, l'autre dame à peu près de son âge au moment du mariage. On a l'impression d'un univers dans lequel les hommes n'ont pas de place. Et je me demande si ça joue aussi pour le petit garçon qui a du mal à imaginer autre chose qu'une fiction pour être un homme, effectivement. Mais voilà, enfin, ça m'a troublé cet accaparement du pouvoir, en fait, par les femmes dans cette société. Et le fait qu'elle, Kidman, a l'air d'être un peu en retrait, de ne pas avoir très envie de jouer ce jeu-là, en fait. Oui, moi j'ai pas vu comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Kidman qui est de toute manière perpétuel, enfin, qui est en deuil, donc qui est là sans être là. Enfin, il y a aussi ça, hein. C'est aussi ça le deuil. Au milieu en effet, d'une structure comme ça, de schéma bourgeois qui n'est pas très sexy. Et en effet, quand elles s'embrassent à la fin, on sent bien qu'il y a quelque chose de « mon Dieu, on a failli friser la catastrophe, mais tout va bien puisque maintenant c'est un mariage ». Alors, vraiment, tout rentre dans l'ordre. Enfin, moi, je le prends comme ça. Oui, Lorraine Bacall, on voit bien que c'est une sorte de matriarcat. Enfin, c'est la reine du lieu, c'est celle à qui on rend les hommages. Mais je pense quand même, comme dans la logique du conte de fées, que l'enfant a l'air d'être là comme pour la délivrer du donjon, quoi. Et il vient chercher littéralement Nicole Kidman pour la sortir de ce milieu qui n'est pas mortifère, mais qui n'est visiblement pas le milieu dans lequel elle s'épanouit. Donc il y a comme effectivement un côté prince charmant qui chercherait à la délivrer. Moi, c'est comme ça que je ressens, disons. La puissance d'évocation du film a forcément à voir avec des schèmes qui nous ont touchés ou avec lesquels on pense ou par lesquels on est ému. Et indépendamment de la question profonde du deuil, il y a quelque chose de la structure des contes de fées dans ce film, me semble-t-il. Après, sur la question des hommes, oui, j'ai pas d'opinion particulière, mais c'est vrai que sans être c'est pas un portrait à charge, hein, c'est pas des portraits à charge. Non, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est jeune, et puis il y en a un qui n'est pas aimé comme il voudrait être. Oui. Mais oui, et puis il y a le docteur. On ne voit pas le mari de Lorraine Bacall, il y a Sean qui est mort, il y a le père du petit garçon qu'on voit quasiment jamais, c'est ma mère. Oui. Allez-y. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce film admirable, ni ce scénario d'ailleurs. Il me semble que le grand travailleur du film, c'est le spectateur. Il faut croire à cette histoire qui, dès le début, se présente d'une manière un petit peu quand même simpliste. Ce petit garçon qui vient, qui dit « je suis ton fiancé », et que dans ce grand milieu d'adultes si riches, avec Lorraine Bacall, impériale, tout ça, c'est un petit peu, bon, on se dit, quelqu'un de mature en face de ça, il lui dit calme-nous, on va en parler discrètement, on va en parler carrément, pourquoi t'es ça, comment t'as eu, bon, c'est nous qui travaillons. Et je trouve dommage que dans le film, c'est là où je trouve que c'est pas aussi fort que ce que vous dites, ce qui m'aurait terriblement intéressé, c'est de voir l'univers, la tête de ce petit garçon, comment il avait besoin de cette fiction, cette croyance, c'est le mot admirable, cette croyance, comment il a besoin de croire en cet amour. Ça m'aurait plu. Ou de voir comment Kidman,
Kidman, comme vous dites, était si fragile. Et pourquoi elle a besoin de se laisser embarquer par ce petit garçon qui a sans doute une petite quéquette dans le bain avec elle, quoi. C'est ravissant tout ça, mais pourquoi c'est ces deux personnages qui croient en quelque chose qui est incroyable, absolument, et c'est grâce au spectateur que le film existe. Parce qu'il y a beaucoup de charme, il y a de la musique, il y a machin. Je le trouve plutôt un petit peu séducteur, ce Glaser. Bon, vous auriez aimé voir un autre film, en fait. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que c'était pas le projet de ce film-là, c'est justement d'arriver avec cette histoire à ce qu'on comprenne ce que le petit garçon, ce qu'il y avait dans sa tête, est-ce qu'on comprenne Nicole Kidman, mais c'était pas de partir de là. Après, sur l'idée que le spectateur travaille pendant le film, ou est travaillé par le film pendant qu'il se déroule, et ajoute au régime, on pourrait dire, de croyance du film, la sienne propre, ça oui, me semble-t-il, complètement. La scène de l'opéra, là-dessus, elle est presque programmatique du travail que tout le monde fait, un travail, on pourrait dire, affectif, émotionnel, éprouver, enfin, comprendre ce qui se passe, ou se positionner, mais en même temps être ému, enfin, ça, j'allais dire, ce bouleversement statique, c'est évidemment le spectateur, et tant mieux, enfin, c'est ce qui se passe pendant la projection. Après, je vois un peu ce que je pense que vous voulez dire sur le personnage de l'enfant, c'est-à-dire qu'on comprend pas, mais faut-il le comprendre, ce qui lui manquerait dans son milieu pour avoir besoin d'une telle échappée. Mais il y a un plan au tout début où presque on découvre l'enfant, on l'a vu une première fois essayer de rencontrer le personnage d'Anna, et puis après on le retrouve chez lui sur son lit, et c'est un plan fixe où il témoigne, l'acteur et le personnage, de cette qualité de regard qu'ils ont, et l'enfant a l'air de... On peut pas dire qu'il regarde quelque chose, mais en tout cas il est en train de se préparer à son rôle. Le personnage est en train de se préparer au rôle qu'il va tenir, et comme les enfants peuvent jouer dans leur chambre et croire absolument à leur jeu, c'est ce qui même fait souvent l'enfance, c'est qu'avec rien, ou avec son imaginaire, on construit un monde. Et c'est dans ce monde-là ensuite qu'il va aller s'inscrire, mais on le voit en quelque sorte presque être dans la... Alors ça passe pas par la psychologie, mais ça passe par une sorte de préméditation qui est la durée de ce plan de l'enfant sur le lit. Parce qu'effectivement, le film est moins du côté, je dirais, d'une construction sociologique ou psychologique des personnages, même si c'est des milieux. Et on voit bien que le milieu de l'enfant est évidemment moins fortuné que le milieu de la femme. Mais on est plus du côté, je pense, de l'imaginaire, de l'échappée, que du côté de la psychologie et la description d'un milieu très précisément. Oui. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit et sur un autre film où le spectateur doit beaucoup travailler, où le spectateur fait le film en même temps qu'il le voit, c'est quand même Eyes Wide Shut, qui a quand même été fait quelques années après ce film, et j'ai noté quand même quelques années avant. Oui, Eyes Wide Shut quelques années avant, oui, 599. Donc j'ai noté quand même je ne sais pas si c'est une filiation, mais en tout cas quelques petits points communs. Parce que quand même les deux films sont touchés par la grâce, en tout cas du point de vue formel. Ils sont à la fois simples et une sorte de ligne claire ils sont à la fois simples et complexes, ces deux films. Ça peut paraître une banalité, mais je pense que c'est vrai. Il y a évidemment Nicole Kidman dans les deux films. Ça traite de la bonne société new-yorkaise. Il y a le domaine du conte, du couple, de l'homme. Enfin, je parle donc de l'homme du sexe masculin, de l'homme faible, puisque quand même Tom Cruise est quand même assez faible dans le film. Là, on peut considérer aussi qu'il y a une certaine faiblesse de l'homme et une certaine force peut-être de la femme, surtout dans évidemment Eyes Wide Shut. Le prince charmant dans les deux films, la fin qui est dans les deux cas un certain retour à la réalité. Donc je me disais, est-ce que Glaser n'a pas un petit côté kubrickien, c'est-à-dire qu'il fait assez peu de films, mais en 4 films on voit à quel point, on se rend compte à quel point Glaser est un cinéaste important en 4 films. Donc pour les kubrickiens qui sont dans la salle, peut-être que Glaser est une très bonne nouvelle. Donc une réincarnation. Une renaissance. Donc je voulais voir si vous saviez, si vous connaissiez des points entre les deux réalisateurs et s'il en parle. Il y a un côté kubrickien en effet, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de film possible pour lui, ou d'histoire possible, s'il n'y a pas une invention formelle. Ça c'est quelque chose que Kubrick avait aussi très fort dans ce sens-là, oui. Ce ne serait pas impensable qu'il ait pensé à Nicole Kidman après avoir vu Eyes Wide Shut, ça c'est...
Après, sur ça sans doute, mais Nicole Kidman, visiblement, du fait de la position qu'elle occupait, ou qu'elle occupe, en tout cas qu'elle occupait à ce moment-là dans l'industrie du cinéma hollywoodien, de toute évidence, ce n'est pas elle qu'il visait comme actrice au départ. Je ne sais pas s'il avait une actrice en tête, mais en tout cas, ce n'était pas elle. Elle a eu accès au scénario, elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, elle a rencontré le cinéaste, et elle l'a plutôt convaincu par la justesse ou la subtilité de sa lecture, que malgré son statut, elle n'allait pas en quelque sorte fragiliser le film. Et de toute évidence, elle l'a rendu en quelque sorte à ses propres arguments, et tel que Glaser le décrit, il l'aurait en quelque sorte choisi, parce qu'elle avait élu cette histoire, et qu'il sentait qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour l'incarner. Très 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 difficile d'imaginer quelqu'un d'autre là. Oui. Allez-y, oui. Vous avez mentionné l'échec critique à l'époque de la sortie du film. Je me demandais, de un, si c'était un échec critique généralisé ou plutôt localisé, le cliché des États-Unis puritains. Alors, et de deux, qu'est-ce qu'on lui reprochait? En France, c'était plutôt un oubli critique qu'un échec. Enfin, ça a été plutôt passé très très inaperçu. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de choses sur l'amoralité du film. Donc en effet, la scène de la baignoire, une femme de 37 ans, un garçon de 10 ans, enfin, ça a beaucoup choqué, et il y a eu des rejets comme ça. Oui, juste un bémol sur la réception française. Quand on lit un peu la revue de presse de l'époque, c'est vrai que soit le film est, comment dire, pas vraiment considéré, ou considéré comme soit un film de genre, ou pour inconditionnel de Nicole Kidman, enfin parfois des facilités journalistiques. Il y a deux papiers qui en revanche prennent le film très au sérieux. L'un, c'est dans Le Monde, c'est un texte de Jean-François Roger, donc voilà, et un autre, mais c'est la vérité. Et l'autre, c'est un texte d'une signature que je ne connaissais pas, mais dans Les Inrecuptibles, où là on sent que le film est vu pour ce qu'il est, ou ce qu'il propose, son ambition formelle, l'ampleur du sujet à la fois intime et universel. Voilà, c'est simple bémol, mais sinon oui, le film a gagné en quelque sorte avec le temps, et sur le moment, le film, je disais à Bertrand, il a coûté quelques 20 millions de dollars, sans doute aussi en raison du cachet de l'actrice, mais il a rapporté grosso modo un peu plus, mais avec les recettes monde, c'est-à-dire certainement pas avec le marché américain, a rapporté un peu plus que ce qu'il a coûté. Et donc c'est pas du tout un succès, c'est un film qui a l'air de s'équilibrer, mais qui a intrigué peut-être, mais a déplu. Il y a quelque chose là d'infréquentable dans cette proposition. Oui, je voulais rebondir sur cela en fait. Parce que je trouve cette simplicité, et je vais enfoncer un porte ouverte, mais déjà dans les titres, je pense que Glaser avait tout donné. Birth, ça veut dire oiseau, et la naissance en anglais. Donc il y a les deux, bien évidemment. Je ne sais pas si dans Birth il y a Bird, mais... ça sonne comme ça, quand on a tout de suite le petit oiseau, pour moi c'est clair. Et aussi quelque chose que vous n'avez pas, parce que il n'y a pas vraiment le point féminin ici, et je ne suis pas une femme, je suis un homme. Mais, à mon avis, le personnage de Nicole Kidman, elle fait le deuil aussi pour l'enfant qu'elle n'a pas eu de son mari, bien évidemment. Parce que la naissance, pour une femme, c'est quand même énorme. Et là, il y a la différence entre les hommes et les femmes aussi, bien sûr. Mais je suis papa aussi, c'est pas pareil. C'est un dangereux là. Non, puisque je ne vais pas revenir avec Freud, parce que ça c'est du passé peut-être, mais si je pense à une mère qui va au bain avec son enfant, je suis d'un pays nordique, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de grave à cela. Donc moi j'ai vu ce film sans surnaturel, sans immoralisme, je le trouve très sain, très simple, très poétique. Et cet enfant qu'elle n'a pas eu, le personnage de Nicole Kidman, pour moi c'est le plus essentiel. Et du coup, toute amoralité disparaît. Et je pense peut-être que Glaser montre ça, et nous, on n'est pas prêt à voir l'innocence de ce film. Notre inconscient
voilà, le mythe d'Oedipe, ça existe aussi, et ça existera toujours. Quand j'étais petit garçon de 10 ans, moi je voulais coucher avec ma maman, et je pense que la plupart des hommes ici, et pour les filles c'est pareil. Non mais vraiment, c'est du b.a.-ba de l'être humain, et Jonathan Glazer il montre ça, et nous on s'en offusqués, mais vraiment c'est... Non, il n'y a pas d'eau, on n'est pas offusqués. Non, mais c'est très beau. Et à l'époque, enfin, quand le film est sorti, l'argument a dérouté, a surpris ou a dérangé. De la même façon, quand, à la fois parce que quand on voit le film et qu'on l'a vu ensemble là, on voit bien que jusqu'à un moment, certains spectateurs ou spectatrices peuvent rire. Parce que, à la fois, bon, c'est tellement énorme ce que l'enfant dit, amène comme proposition, que bah, c'est un réflexe naturel, mais c'est aussi, on rit parce que quelque chose est sorti de ses rails. Hein. Donc il y a effectivement, pour l'enfant comme pour la femme, quelque chose qui ressemble à une évidence, enfin, qui se développe comme une évidence, mais qui pour le spectateur ne va pas de soi. Alors après, effectivement, ce qui ne va pas de soi, j'allais dire ouvertement, rencontre effectivement des affects ou des pulsions avec lesquels le spectateur doit se débattre pendant le film lui-même. Mais après, quant à votre hypothèse qu'effectivement, l'enfant qui vient, c'est l'enfant qu'elle n'a pas eu, c'est entendable. Enfin, c'est même le premier plan de naissance quand l'homme meurt. Oui. Oui. Je ne suis pas certaine des propos qui viennent d'être dits, mais c'est pas ce sur quoi je veux rebondir. J'aimerais bien rebondir sur le monsieur qui voulait pas voir le film qu'on vient de voir, mais je ne sais pas s'il est encore là. Mais il est parti. Mais il voulait pas voir le débat auquel on est en train d'assister aussi. C'est dommage, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit sur le fait que le spectateur aurait peut-être aimé voir plus le point de vue, enfin la recherche de pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, les deux personnages. Je trouve que ce qui reproche au film, le fait que c'est au spectateur de travailler, c'est tout ce qui fait le film, dans le sens où c'est nous qui devons nous poser la question pourquoi on veut, à l'image de Nicole Kidman, refuser de voir la réalité telle qu'elle est, pourquoi on va au cinéma pour refuser cette réalité-là et pour s'échapper de celle-ci. Et à l'image de l'enfant, pourquoi on veut être quelqu'un d'autre que ce qu'on est dans la vraie vie. Et je trouve que ce film, ça nous permet de s'échapper de cela et aussi nous interroger sur ce qu'on recherche au cinéma et pourquoi on recherche ça au cinéma et pourquoi le cinéma est nécessaire à notre vie, je trouve. Et en ce sens, je ne sais pas comment expliquer, mais je l'ai ressenti dès la première séquence. Dès la première séquence, je me suis dit, ok, ce film va me chambouler, et je regarde du cinéma, et c'est pour ça que le cinéma existe, c'est pour que ce genre de film existe. Alors, c'est hyper bateau ce que je dis, mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur ce film. Par ailleurs, c'est vrai que le prologue est assez magistral. Vraiment... Mais par ailleurs, ce que vous dites est très vrai. Hein. Enfin, moi, il me semble... Enfin, j'ai rien à ajouter. Oui, oui, donc quelqu'un tout à l'heure parlait de Kubrick en citant Eyes Wide Shut. Moi, j'ai plus immédiatement, au bout d'un certain temps, pensé à Shining, parce que voilà, on a comme ça ce grand immeuble new-yorkais qui fait penser notamment au niveau de son hall, donc ils ont la pièce principale de l'hôtel de Shining. Il y a évidemment le gardien qui lance sa balle. Il y a la façon de filmer les couloirs. Il y a la lumière dans la salle de bain qui fait penser vraiment à la lumière de la salle de bain. Le gardien qui lance sa balle, j'y pensais tout à l'heure. Oui, pareil, toujours Shining. Et alors, du coup, ça m'a amené à réfléchir sur le côté paranormal du film, parce que disons que la préscience du personnage du garçon en fait dans Shining, elle nous est présentée comme quelque chose de tout à fait paranormal, et cette connaissance-là
jeune garçon, elle nous est expliquée dans sa paranormalité. Et là, je trouve que dans le film de Glazer, tout aussi simple soit-il et tout aussi belle soit cette simplicité, je trouve qu'il y a une forme de lacune. Alors je fais pas la comparaison pour dire que Shining c'est mieux, parce que je suis pas une grande kubrickienne, mais je trouve que dans le film, par comparaison, dans le film de Glazer, il y a une forme de lacune parce que la croyance de Kidman et de certains des personnages qui l'entourent repose notamment sur l'argument fictionnel comme quoi en fait le petit garçon possède des informations sur Sean, sur qui il a été, sur le couple qu'elle a formé Kidman avec lui, et c'est le fait qu'il divulgue ces informations qui est très troublant et qui fait que en fait la croyance va pouvoir se cristalliser. Et donc moi ça m'a énormément intéressée, et en fait je suis restée comme obsédée par cette connaissance-là, on pourrait dire paranormale du jeune garçon. Mais en fait, le film, c'est comme s'il bazardait cette piste-là. C'est comme si, en fait, c'est comme s'il l'avait mis là pour que la croyance se crée, mais qu'après, en fait, il n'en est plus question. Et une fois que ce château de cartes s'effondre avec la fameuse amante, le point de départ même de ce qui avait cristallisé la croyance, et tout ça s'évapore. Et moi, j'ai été énormément frustrée à cet endroit-là. Je trouvais que c'est pour moi la vraie lacune du scénario. Vous auriez voulu pouvoir continuer à croire. Vous avez été privé de votre croyance. Alors que le film, au début, mais on ne peut pas le comprendre, nous donne la clé, puisque la femme enterre les lettres, mais à ce moment-là du film, on ne peut pas comprendre. On ne sait pas que ce sont des lettres. Voilà, on ne sait pas que ce sont des lettres, et ce début-là qui nous donne la clé ne nous donne pas en fait la clé, mais la manière dont le film, comme vous dites, ruine sa propre croyance, ça c'est peut-être la limite du rapport avec Kubrick. C'est-à-dire que le paranormal est en quelque sorte la condition de la croyance, mais parce que le film veut aussi raconter autre chose. Et en ce sens-là, effectivement, on pense au couloir de Shining dans le film, quand l'enfant tombe sur ses genoux, mais pour autant, le fait que cette croyance-là soit déjouée, finalement, fait que c'est pas un épigone de Kubrick, ou c'est pas une répétition, même si évidemment le Kubrick, dans ce début des années 2000, pèse sur le cinéma d'auteur américain, je pense, de tout son bois, mais jusqu'encore récemment, quand on voit Tar avec Cate Blanchett, on se dit, Kubrick travaille encore les cinéastes. Mais c'est pas le même, je pense que c'est pas le même régime. Alors après, effectivement, vous avez été déçu parce que vous auriez, j'imagine, voulu rester dans ce régime, soit de croyance, soit de paranormal, mais c'est pas un film fantastique. Il a les allures du film fantastique, mais c'est, me semble-t-il, plus un film d'humanité que fonctionnant sur des ressorts qui sont ceux du genre. C'est un film dont le genre est difficile à déterminer. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont il filme Central Park? Parce que dans ce film, finalement, le secret est dans Central Park. Et il commence par ce footing dans Central Park. Et toutes les images sur Central Park, c'est quelque part une façon de nous rappeler que le secret, on l'a vu au début du film et on l'a oublié. C'est là où il meurt, et c'est là où, en effet, beaucoup de choses se jouent, là où les lettres sont enterrées, là où le petit garçon donne rendez-vous. Mais c'est aussi le temps qu'il prend sur ce prologue qui est vraiment, mais je trouve d'une beauté folle. C'est aussi pour dire que ce sera peut-être un des lieux du film, ce sera Central Park. Ouais. C'est là que quand même Sean meurt, quoi. Et puis l'utilisation de Central Park au début de la lumière déclinante, l'utilisation du tunnel, enfin ou du pont, et le dessous du pont, c'est-à-dire tout d'un coup, ce qui semblait être un moment élégiaque, pas élégiaque, un moment
Parce que la musique, à ce moment-là, est plutôt entraînante. En tout cas, on est avec le coureur. Et là, tout d'un coup, ça devient un tombeau. Le plan dans le noir, c'est un plan au tombeau. Et ça survient, on pourrait dire, très, très soudainement. Alors, comme vous direz, comme une crise cardiaque, mais on ne s'attend pas à ce dénouement-là, évidemment. Donc voilà, moi je vois ça plutôt comme tout d'un coup, on est au tombeau. C'est juste un tout petit détail, parce qu'on parle beaucoup de Kubrick, mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est dû à la pellicule, à la qualité de l'image un peu verdâtre ou jaune, je trouve que dans le côté conte aussi, et troublant, et même avec ce retournement de situation vers le milieu du scénario pour le rendre, pour en fait le révéler que c'est un film réaliste, en tout cas avec un parti pris réaliste, j'ai beaucoup pensé à Kieslowski. Je sais pas, alors je sais pas s'il a été inspiré Glazer ou pas, alors je sais que Kubrick pour Eyes Wide Shut l'a été, beaucoup par le décalogue, mais j'ai quelquefois pensé à la double vie de Véronique, parce que j'ai l'impression que ça raconte à peu près aussi la même chose, c'est finalement une réincarnation, en tout cas une espèce de passage, et moi j'ai l'impression que c'est aussi peut-être ce cinéaste-là qui est peut-être le germe, ou en tout cas une moelle de Glazer. Ah oui, non, c'est possible. J'avoue que j'ai fait très longtemps que je n'ai pas vu de film de Kieslowski. Je ne saurais pas dire. Vous savez, heureusement, certains cinéastes, enfin Bertrand Bodello peut en témoigner, heureusement, certains cinéastes voient des films des autres cinéastes. Et donc après, mais de là à repérer ou de savoir s'il y a eu, et qu'effectivement, film vu ou influence, ou oui, parfois, les choses circulent de manière très inconsciente. Hein. Voilà, c'est un échange. Hein, mais la seule chose que je peux dire par rapport à ce que vous dites sur les couleurs, c'est que Harry Savides, donc le chef opérateur, a dit qu'ils avaient travaillé la désaturation des couleurs. Pour pas que le film soit brillant, pour pas que le film saute aux yeux. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose qui va avec la mise en scène un peu feutrée, ou en tout cas un peu souple. Et donc c'est cette désaturation des couleurs. Mais voilà. On va prendre encore peut-être une dernière question. J'aurais aimé savoir, bonsoir, quel rapport vous avez avec Jonathan Glazer, enfin comment il s'inscrit dans votre travail, en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, moi ? Oui. Ah, pas moi. Non, alors je ne sais pas comment il s'inscrit dans mon travail. Après, je disais tout à l'heure que les choses circulaient, donc peut-être il s'inscrit quelque part. Après, c'est un cinéaste très rare, puisqu'il a 60 et quelques, qu'il a fait 4 longs métrages. Et j'adore, moi, l'idée qu'il ne se presse pas et qu'il attende d'avoir... par exemple, sur Under the Skin, il a mis beaucoup de temps à le tourner parce que techniquement, c'était pas encore... il y avait des caméras qui n'existaient pas encore. Et ben, il préfère attendre que le faire moins bien, etc. Et cette espèce d'idée que le film ne peut naître que si la forme est en place. Il a fait... moi, j'ai pas vu son premier, malheureusement. Mais les 3 derniers sont quand même très, très, très différents. Extrêmement poussés. Il va très loin. Voilà, je pense que c'est vraiment un cinéaste contemporain très important. Ouais. Et avec quand même, j'insiste là-dessus, mais le goût du contemplatif, le goût des visages, ça parle à ton cinéma, non? Enfin, ou en tout cas, il y a comme une résonance, quoi. Dans Cindy the Doll is Mine, dans La Bête, la manière dont l'émotion vient sur les visages, où on peut jouer en quelque sorte le retrait de l'émotion, c'est-à-dire cette idée du visage comme surface. Oui, clairement, et puis des silences aussi, et puis ça fait partie des cinéastes qui ont une telle foi en la mise en scène, qui vous donnent aussi encore plus foi en la mise en scène. Bon, j'avais amené, alors je ne veux pas le lire, mais parce qu'on en a parlé, mais j'ai amené le fameux vocabulaire de la psychanalyse par Laplanche et Pontalis. Et parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'entrée Travail du deuil, parce que je savais qu'on allait voir Birth. Et je vous lis simplement le début de cette entrée du texte de Laplanche et Pontalis, comme dictionnaire évidemment freudien. Donc la définition qu'il donne du travail du deuil: processus intrapsychique consécutif à la perte d'un objet d'attachement et par lequel le sujet réussit progressivement à se détacher de celui-ci.
Puis ça continue. L'expression devenue classique de travail du deuil est introduite par Freud dans Deuil et mélancolie en 1915. Elle signale à elle seule le renouveau qu'apporte la perspective psychanalytique à la compréhension d'un phénomène psychique où l'on voyait traditionnellement une atténuation progressive et comme allant de soi de la douleur que provoque la mort d'un être cher. Pour Freud, ce résultat terminal est l'aboutissement de tout un processus intérieur impliquant une activité du sujet, activité qui peut d'ailleurs échouer, comme le montre la clinique des deuils pathologiques. Alors après, je peux continuer, mais vous voyez que, voilà, dans le travail de deuil, le mot important, c'est travail, c'est-à-dire ce que nous-mêmes, ce que les personnages font, ce que nous-mêmes on fait pendant le film, on en a parlé. Je ne veux pas vous assommer de cette lecture, mais je donne encore ce passage. L'existence d'un travail de deuil est attestée, selon Freud, par le manque d'intérêt pour le monde extérieur qui s'installe avec la perte de l'objet. Toute l'énergie du sujet semble accaparée par sa douleur et ses souvenirs jusqu'à ce que, et là il cite Freud, jusqu'à ce que le moi, pour ainsi dire, obligé de décider s'il veut partager ce destin de l'objet perdu, considérant l'ensemble des satisfactions narcissiques qu'il y a à rester en vie, se détermine à rompre son lien avec l'objet anéanti. Bon. Je dis encore juste ceci. Après Freud, les psychanalystes ont cherché... Non, pas ça. Je voulais juste dire. Ces données psychopathologiques ont été rapprochées fructueusement des données de l'anthropologie culturelle sur le deuil dans certaines sociétés primitives, sur les croyances collectives et les rites qui l'accompagnent. Donc, quand je lis les sociétés primitives, on voit bien qu'ici aussi dans le film, on est dans une société primitive, la société new-yorkaise, la grande bourgeoisie, c'est-à-dire que cette dimension d'anthropologie dont on parlait, elle est évidemment présente dans le film. Voilà, il me semble que quelque chose de l'émotion du film vient évidemment, qu'elle vient heurter en chacun de nous cette question du travail du deuil, là où il en est, un processus, un travail. Et on se dit que l'enfant dans le film, pour Nicole Kidman, il est à la fois l'obstacle du travail de deuil, la figuration de ce travail de deuil, et même, on va dire, celui qui va lui permettre ce travail de deuil pour accéder possiblement à la suite de son existence. Tu veux ajouter quelque chose ? Alors sur le deuil, beaucoup plus court, Proust, l'incompréhensible contraste entre le souvenir et le néant. Voilà, c'est ça aussi, c'est... Pas mieux. Un grand merci Bertrand Bonello pour cette conférence. Merci beaucoup. Il le ramène à manger. Je ne paye pas la